la présentation. Moi, c'est Manon, j'ai 24 ans. Comment Je viens de Picardie, donc je suis atteinte de la maladie de Crohn, d'une spondylarthrite et je suis handicapée de la jambe droite, donc je suis amputée. Après, au niveau donc des pathologies, j'étais en train de dire justement, une maladie de Crohn, c'est une maladie qui infecte tout le tube digestif, donc qui attaque les intestins. Donc là, la maladie de Crohn, ça attaque de la bouche à l'anus. Donc voilà, c'est pas une maladie glamour parce que on est souvent relié aux toilettes. Quand on fait référence à notre maladie, c'est souvent les toilettes. Et malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas assez encore reconnue. On n'en parle pas assez. Quand on demande en général aux personnes qu'est-ce qu'est une maladie de Crohn, c'est quoi en général, on ne sait pas répondre ou on dit juste c'est le ventre. Voilà, on sait juste tout ça. Donc voilà. Après, au niveau des recherches, donc on a une association qui avance dans les recherches, mais malheureusement, on n'a pas encore de traitement qui puisse nous guérir entièrement. Donc ce sont des traitements assez lourds, mais qui nous maintiennent, on va dire, en rémission ou qui arrivent à nous calmer. Mais il n'y a vraiment pas de traitement encore pour guérir ça. Après voilà, une maladie de Crohn, donc pour l'instant on la garde à vie sans guérison. Faut savoir que c'est pas un rhume parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Voilà, ce sujet-là, j'en parle souvent. C'est pas un rhume, c'est une maladie assez grave au final qui a beaucoup, on va dire, de contraintes. Voilà. Après, la spondylarthrite, c'est souvent une maladie qui est reliée à la maladie de Crohn. Donc, en général, beaucoup de personnes qui ont la maladie de Crohn vont avoir la spondylarthrite. Pas tout le monde, heureusement. Voilà, mais c'est une maladie. Voilà, et ben comme quoi, c'est bon à savoir. Et du coup, voilà, en général, quand on a un Crohn, on arrive à relier la spondylarthrite. Et ça, c'est une maladie des articulations, donc qui attaque les articulations. Donc moi, je suis attaquée au niveau du bras gauche. Donc j'ai la jambe amputée droite et puis c'est mon bras gauche qui est bloqué. Donc je suis en miettes de tous les côtés. Et ça, c'est lié à l'arthrite ou à la maladie de Crohn? L'amputation? Oui, après tu nous raconteras. Non, mais je vais pas je vais pas spoiler. Ça part d'une maladie de Crohn. Ça part d'une maladie. Mais c'est pas la maladie de Crohn n'est pas la cause. Voilà, aucune des deux maladies, ce n'est pas la cause. Après donc voilà, donc la spondylarthrite, c'est une maladie aussi handicapante, c'est une maladie chronique. Pareil, on n'a pas de traitement qui la guérit, juste des traitements qui nous maintiennent en quelque sorte avec nos douleurs. Et puis voilà, ça fonctionne aussi par crise, comme la maladie de Crohn. On peut avoir un jour mal et l'autre pas du tout. Enfin voilà, ça fonctionne en chronique. Souvent, ça fonctionne comme ça, malheureusement. Voilà. Mais la spondylarthrite, moi, je le connais. Alors, maladie de Crohn, je connais un petit peu parce que j'ai une famille qui est atteinte. La spondylarthrite, je ne connais absolument pas, mais pourtant, je vois qu'il y a quand même des gens atteints sur les réseaux. On commence à en parler. Les douleurs, c'est comment au niveau des crises? Si tu veux en parler un petit peu. Bien sûr. Et en fait, ça dépend. Ça dépend sur chaque personne. Il y en a qui sont atteints au niveau en bas du dos. Moi, j'ai souvent mal aussi un peu en bas du dos, mais le plus handicapant, c'est dans le bras. Mais par exemple, quand j'ai des grosses crises, c'est une bêtise, hein, je peux rien prendre du bras gauche, en fait. Je peux vraiment rien prendre. Je vais avoir une assiette dans les mains, je suis susceptible de la lâcher. Enfin voilà, je contrôle plus du tout mon bras et ça fait un peu une sensation moi j'explique tout le temps, c'est un peu un volcan en feu, quoi. Le corps, les articulations, elles sont vraiment en train de chauffer, puis on peut rien faire, puis ça fait terriblement mal. C'est comme si ça tirait, en même temps c'était en feu, donc voilà, c'est vraiment pas agréable. Je me souviens une fois, j'étais en train de conduire et en fait j'avais que justement le bras gauche, chose que je ne ferai plus maintenant. J'ai compris mon erreur et en fait le bras il a lâché, quoi. Et ma voiture elle a dérivé un petit peu. Donc heureusement c'est très dangereux. J'étais dans un coin tranquille, on va dire, pas de voiture, mais c'est vrai que ça serait arrivé sur une route. Voilà, j'étais mal et en fait mon bras d'un coup il a lâché, quoi.
Et parce que j'étais restée dans une certaine position. Quand on reste trop dans une position, bah c'est là que l'articulation un peu plus quoi, elle chauffe trop. Alors, il y a Voilà. quelqu'un qui dit spondylarthrite, c'est une fusion et une ossification des articulations, surtout du rachis. Donc oui, en fait, je vois bien que c'est lié vraiment aux articulations, ce que je ne savais absolument pas. Ok, Tout à fait, d'accord. voilà. Donc une spondylarthrite, c'est ça. Et les deux maladies, donc que ce soit le Crohn ou la spondylarthrite, euh, à mon goût, on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que sur Instagram et Facebook, je me bats pour essayer d'en parler souvent. Oui, Voilà. oui, mais t'as raison. Voilà, D'accord. voilà. Bon, bah, si tu veux commencer au niveau de ton histoire, je suis, enfin, je pense qu'on est tous à ton écoute. On est tous à mon écoute. Donc du coup, bon, ce soir déjà j'ai une tête parce que aujourd'hui, comme j'ai expliqué, j'ai eu un manque d'énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il ne faut pas faire attention à ça. On dirait un fantôme. Mais bon, bon. Du coup, je vais commencer. Alors, donc, je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 2014-2015. Je suis restée un moment en crise parce que on trouvait pas de traitement adapté. Au début, on nous donne des traitements par cachet et tout. Enfin, au début, c'est des traitements par cachet qui n'ont pas fonctionné. Ensuite, on m'a donné de la cortisone qui n'a pas fonctionné. Au final, j'ai fait des réactions allergiques à la cortisone. Donc, au final, on me l'a retiré aussi. Ensuite, on a décidé de me passer sous immunosuppresseur, sauf que bah, au début, ça peut pas fonctionner sur une ou deux perfusions. Ça met du temps à faire du bien à notre corps, entre guillemets. Quand je dis faire du bien, c'est plus des traitements très lourds qui nous font du mal. Ils vont nous maintenir sur la maladie de Crohn, mais à côté de ça, ils vont nous créer énormément de problèmes. Et donc du coup, donc voilà, donc je suis restée très très longtemps en crise. J'ai perdu une trentaine de kilos en 4 à 5 mois à peu près. J'ai perdu une trentaine de kilos. T'es descendu à combien? J'étais descendue j'étais en dessous de la barre des, si je ne me trompe pas, j'étais ouais enfin dans les 45 et ça sent que Je c'était crois que j'ai vu une photo de toi là à l'hôpital. T'es super mince, enfin maigre même, on peut dire ça. Hein, c'est pire, c'était après le coma, je faisais 35 kilos. Oh, Mm. bah Ouais. ouais. Mais là, tu peux pas marcher. Enfin, Non, 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 je faisais plus bah oui. rien, plus Tu rien, peux plus plus. Là, rien. tes muscles te tiennent plus. Tu peux Non. plus. Mon corps, il voulait plus, en fait, et donc, du coup, quand j'ai perdu 30 kilos, j'étais vraiment très faible, donc c'était hospitalisation sur hospitalisation. On t'entend pas Euh, bien. Je sais pas si c'est que moi. Là, on m'entend mieux. Ouais, c'est bien. Ouais, Enfin, c'est mieux. C'est mieux. c'est peut-être la prise de mon téléphone. Et donc du coup, donc je suis restée longtemps à l'hôpital. Je sortais, je revenais, je sortais parce qu'en fait j'avais tellement pas de force que j'étais obligée d'être hospitalisée. Et donc j'ai fait une première occlusion. Une occlusion, c'est quand les intestins se mélangent à notre sang, donc ça peut être fatal. Une occlusion si on attend trop. Qui a été prise à temps. Donc, quand elle est prise à temps, ils nous mettent un tuyau dans le nez qui passe par la gorge pour tout nettoyer, etc. Donc ça, c'est vraiment une sensation horrible. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà eu ça, je pense, c'est possible. Il parle de stomie. Il y a quelqu'un qui t'a demandé si t'avais eu une stomie. Bah ça, je vais en parler après justement. Je l'ai D'accord. eu, donc il n'y a pas de souci. Et donc du coup voilà, c'est ça. Donc ils nous nettoient les intestins. Donc là, c'est passé. Sauf que quelques mois plus tard, j'en ai refait une deuxième qui là n'a pas été prise à temps du tout. Donc je suis arrivée aux urgences, j'étais dans un état vraiment très critique. Je suis arrivée aux urgences et en fait aux urgences il s'est passé des choses qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne peux pas encore en parler parce que c'est vraiment des manques de prise en charge. Il s'est passé énormément de bêtises là-bas. Et donc, vu qu'à côté, je suis en rapport avec la justice, tout Bien ça, sûr. toute l'histoire, je ne peux pas en parler. Euh, Oui. Sûrement qu'un jour, je pourrais, voilà, raconter le fin fond de ce qui s'est passé réellement. Mais pour l'instant, voilà, je veux juste dire que c'est pas la maladie de Crohn en elle-même qui a fait que j'ai perdu ma jambe. C'est à la base, oui, certes, je viens une occlusion, mais il s'est passé des choses C'est un manquement des médecins. tout à fait. Il s'est passé des choses qui ont fait qu'on est arrivé là. Donc au final, donc voilà, donc j'ai fait des arrêts cardiaques, etc. J'ai fait ils m'ont envoyé
au déchauffage. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un état pire que critique. Donc j'ai failli perdre la vie, je crois que cette nuit-là au moins 3 fois. Donc vraiment j'étais entre le fil de la vie et la mort. Et au final, donc je suis revenue à moi. Et donc toute cette partie-là, il faut savoir que moi je m'en souviens pas parce qu'à partir du moment où je suis tombée dans les vapes, ça a été vraiment tout noir. Je me rappelle juste des douleurs. Et tout ça, c'est ma famille qui m'a raconté parce qu'elle est restée auprès de moi. Et donc le lendemain, j'ai fait une septicémie. Donc une septicémie, c'est un empoisonnement du sang. Et donc une septicémie, en général, soit on s'en sort avec des amputations de membres, ou soit on meurt. Donc dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu de la chance d'être encore en vie. J'ai vraiment passé cette nuit-là. Et donc le lendemain, on m'a transféré en hélicoptère dans un autre hôpital. Arrivé donc dans l'autre hôpital, ils m'ont plongé dans le coma, donc je suis restée dans le coma pendant 15 jours. Ils m'ont fait des opérations donc, du ventre. Donc entre-temps, j'ai été opérée 4 à 5 fois du ventre. Ils m'ont retiré pratiquement tous mes intestins. Donc aujourd'hui, je suis atteinte de la maladie de Crohn avec syndrome du grêle court. Donc syndrome du grêle court, c'est quand il nous reste moins de 90 cm d'intestin. Donc je vous expliquerai après maintenant, voilà, ce que ça fait, donc du coup le grêle court. Et donc quand je me suis réveillée du coma, pour moi ça a été un choc total parce que déjà je me souvenais pas du tout, je me souvenais de rien. Pour moi, j'étais arrivée aux urgences hier. Je me pensais encore dans l'autre hôpital. Je pensais que j'étais arrivée hier, etc. Donc quand je me suis réveillée, j'avais des tuyaux dans la bouche, dans le nez. J'avais donc une stomie sur le ventre. Une stomie sur le ventre, c'est en fait c'est un anus artificiel. On dévie, comment on dit? Ouais, on dévie l'anus en fait, clairement. Voilà, on le dévie et en fait on fait un petit tuyau qui sort au niveau du ventre. Voilà, clairement. Et c'est quoi? C'est une poche à caca en fait, c'est ça? C'est ça, clairement. Désolée, voilà, mais c'est pour expliquer. Il n'y a aucun souci, voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois de trouver les mots et voilà. Ok. C'est clairement. Et donc comme vous savez, donc j'avais les tuyaux, j'avais la stomie, j'avais des pansements partout sur le ventre parce que du coup les cicatrices ils étaient encore sous pansement. J'avais un pansement qui remontait tout au long de ma jambe jusqu'en haut de ma cuisse. T'as dû te demander, putain. En fait, sur le coup, la première fois que je me suis réveillée, j'étais en état de choc et en fait, j'étais tellement sous morphine que j'ai complètement halluciné et j'ai carrément pété un plomb, mais pas sur le fait de tout ça, en fait, c'est juste sur le fait que je pensais que mes parents, ils voulaient m'abandonner à l'hôpital. Enfin, vraiment, j'hallucinais, hein. Je parlais aux machines, ils ont dû m'attacher à 4 heures du matin parce que, en fait, la morphine, elle m'a fait tellement délirer que je racontais vraiment n'importe quoi, hein. Je pensais être dans un cube, que la pluie a tombé sur moi, qu'il m'avait mis dehors. Enfin, vraiment des choses, voilà, c'est vraiment quand on se réveille comme ça, vraiment avec une dose de morphine aussi forte, on hallucine quand on se dit, wow, quand même, ça peut faire ça. Et donc, du coup, le lendemain, quand j'ai repris un petit peu plus mes esprits, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Donc, après, les médecins sont venus un petit peu me parler, ma famille me parlait aussi, mais c'était horrible parce que, ma famille venait, mais je voyais que j'allais pas bien du tout, enfin, pendant toute la période. Attends 2 secondes. Il y en a qui disent qu'on t'entend pas bien. On m'entend mieux là? C'est mieux, ouais. Non, mais c'est vrai, on t'entend pas bien. Peut-être que je rapproche le téléphone, je sais pas. Ouais, c'est mieux là. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ma famille, je la voyais vraiment pas bien pendant toute la période du coma. Je sais que ça a été horrible pour eux vraiment, sachant que savoir si leur fille allait encore vivre, pour mes frères pareil, leurs sœurs pareil, voilà, c'était vraiment vraiment horrible. Et donc du coup, on m'a un petit peu expliqué, on m'a expliqué ce que c'était une stomie parce que avant qu'elle apparaisse sur mon corps, je ne savais pas du tout ce qu'était une stomie. Et ensuite le pansement, donc la question vraiment qui a été, je crois, qui a été plus traumatique pour moi et je pense qui a fait que oui, à ce moment-là, oui, parce que je me suis dit mais c'est bizarre. Je suis venue pour une occlusion, ça touche le ventre et
qu'est-ce qui s'est passé pour que je suis pas tombée, je sais pas. Enfin, je me posais mille et mille questions, mais j'avais énormément mal. Donc je savais qu'il y avait quelque chose parce que vraiment j'étais au niveau de la douleur, c'était vraiment horrible quoi. Et donc du coup, donc on m'a expliqué, on m'a dit écoutez, va falloir qu'on enlève le pansement. Pendant la septicémie, vos vaisseaux tous les vaisseaux ont arrêté de fonctionner, donc votre jambe elle est noire. Bon, d'accord. Ils m'ont préparé en fait à me dire ne soyez pas choqués par la couleur, hein, votre jambe est noire. Et en fait, sur le coup, c'est vrai que je me suis dit bon, c'est bizarre quoi. J'arrivais pas à, je sais pas. C'était très bizarre. Et donc les médecins, les infirmières, etc. Ils sont arrivés pour changer le premier pansement. Et en fait, on a dû mettre un masque pour essayer de, je sais pas comment ça s'appelle ces masques, pour essayer un peu de nous mettre dans les. C'est ça. Oui, voilà. C'est parce que c'est un masque à oxygène qui te permet en fait de te mettre un petit peu stone et de te mettre pas dans les vapes, mais c'est un masque à oxygène. C'est tout. Voilà, tout simplement, c'est ça, parce que c'est vrai que quand ils m'ont retiré le pansement, je me suis mis à hurler parce qu'en fait, en retirant le pansement, sachant qu'il y avait des trous dans ma peau, en le retirant, ils arrachaient encore plus la peau qui me restait. Donc du coup, c'était vraiment horrible, mais vraiment, vraiment horrible. Et donc, sauf que les médecins, ils m'ont pas prévenu que ma jambe ne bougeait plus. Et en fait, sur le coup, c'est vrai que moi-même, j'ai pas pensé à essayer de bouger. Pour moi, voilà, je pensais qu'elle était bloquée. Enfin, je sais pas. Sur le moment, en fait, je pense que j'ai pas réalisé. Et là, les médecins, donc le médecin, il m'a regardé, il m'a dit, écoutez. Il m'a dit essayez de bouger mais prenez pas peur si ça ne bouge pas, c'est normal. Et là j'ai commencé un petit peu à paniquer. Hein. Je me suis dit et en fait comment on aurait un peu dû te prévenir quand même. Oui, mais non, on l'a pas fait. Donc du coup c'est en fait on m'a dit juste maintenant essaye de bouger. Essaye de bouger tes orteils. Et en fait je pense que la sensation elle est pire parce qu'on voit sa jambe. On la voit en fait sur notre corps, on regarde ses orteils et on est impuissant parce que j'arrivais pas à bouger mes orteils, j'arrivais pas à bouger ma jambe. Donc en fait, je me suis pris d'une panique et j'ai fait comment on appelle ça, des crises d'angoisse, etc. Oui. Parce que je me suis dit, c'est pas possible quoi, j'arrive pas à bouger ma jambe, ça se connecte plus, ça y est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, donc de là, on m'a dit qu'on allait attendre un petit peu parce que de toute façon on ne pouvait pas m'opérer, je pesais 35 kilos, j'étais trop faible, il fallait me remplumer avant de m'opérer, sinon je pouvais y passer clairement. Et donc du coup on m'a dit en même temps comme ça on va attendre si les vaisseaux des fois ils reviennent, on sait jamais. Donc tous les 2 jours je crois on me descendait, on me faisait des Dopplers donc pour surveiller si ça allait revenir, etc. Donc c'est pas revenu. Donc voilà, donc je me suis fait amputer au bout d'1 mois, donc 1 mois que j'étais à l'hôpital, mais au final, comment c'est super long et je sais pas comment tu l'as vécu toi, ce mois à l'hôpital. En tout, je suis restée 2 mois à l'hôpital sans pouvoir sortir de ma chambre parce que j'étais confinée en fait. J'étais interdite de sortir même dans le couloir et tout. Donc c'était horrible. C'est surtout en fait l'attente de se dire je suis pas avec. Enfin même si ma famille elle était avec moi tous les jours, mais c'est pas pareil. Le soir elle était plus là. Et je faisais face en fait, à moi-même. J'avais quand même mes infirmières, mes aides-soignantes qui étaient au top. Mais quand on se retrouve dans la chambre, on fait un peu vraiment. Mais moi, j'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait un choc, un petit peu un choc émotionnel, voilà, un choc comme ça. En fait, pendant 2 mois, j'ai pas réussi à pleurer, j'ai pas réussi j'avais plus d'émotions. En fait, toutes mes émotions étaient coupées. Face au choc du réveil et de voir tout ça, même quand j'ai vu ma jambe noire et tout, j'étais plus sous le choc, mais j'ai pas pleuré en fait. Et donc du coup, même les psychiatres, ils m'avaient dit au bout d'un moment, quand ça va revenir, enfin, quand tes émotions vont revenir, ça va devenir une tempête. Tu vas devenir une tornade. Tu vas avoir toutes les émotions, la tristesse, la colère, tout qui va arriver en même temps et ça va être terrible, quoi. Et au bout de 2 mois, c'est arrivé. À l'hôpital, j'ai commencé à péter vraiment un plomb. Heureusement que les infirmières, voilà, qui avaient
même au bout de 2 mois, on crée des liens avec les infirmières et c'est vrai que voilà, elles étaient là pour moi vraiment et à ce moment-là, elles aussi, elles étaient prévenues que j'allais vraiment partir en vrille et ça a pas loupé. J'ai pleuré d'un coup, je pleurais sur tout, etc. Enfin vraiment, j'étais pas bien, j'avais toutes les émotions qui étaient là et c'était vraiment horrible cette sensation-là. Et donc du coup voilà, donc au bout d'un mois, j'avais tellement mal parce qu'en fait on vous explique que plus on reste avec un poids mort, donc ma jambe, le poids mort de ma jambe, ça fait terriblement mal. Et on me disait que plus j'attendais pour l'amputation et plus j'allais avoir mal au niveau de l'amputation quand j'allais me réveiller. D'accord. Donc déjà j'avais extrêmement mal, j'en pouvais plus. Et en fait un jour, je me rappelle, c'était un vendredi. J'ai appelé mes infirmières, j'ai dit écoutez maintenant vous appelez le chirurgien, je veux le voir tout de suite, vous appelez tout le monde, faut que je leur parle et tout, donc ils ont appelé, ils sont arrivés 1 heure plus tard peut-être et je leur ai dit droit dans les yeux, ça y est, je suis prête, de toute façon je sais que ça reviendra pas, donc amputez-moi. Et puis voilà, et le lundi j'avais mon bloc, donc je suis descendue au bloc. Et là, ils m'ont amputée. Je suis revenue du bloc. J'ai eu du mal à me réveiller parce que j'étais encore, même si j'avais un petit peu repris d'effort, j'avais repris 2-3 kilos. Donc sur 35 kilos, ça fait pas énorme, mais ça fait pas beaucoup, hein, parce que j'étais en fait en réveil. Du coup, à mon réveil du coma, j'étais toujours branchée par les machines. C'est les machines qui me nourrissaient. Moi, j'arrivais plus à m'alimenter toute seule. J'arrivais plus à boire. J'arrivais plus à rien faire toute seule, en fait, comme un enfant. C'est pour ça que j'explique sur mes posts. J'ai tout réappris. J'ai vraiment réappris à tout faire. Et c'est mes parents, même mes parents, ils m'apportaient mes plats préférés, et comme les huîtres. Donc ma photo d'hier, les huîtres, j'adore ça à la base, et même quand je les ai mangées, en fait, je renvoyais tout. Voilà, même une bouchée, je renvoyais. En fait, ça faisait que ça. Et parce que je pense que mon système digestif avait perdu le fait de savoir manger correctement. Enfin, je sais pas. Et donc la nourriture, j'ai vraiment mis du temps à réapprendre à manger, vraiment, ça a été dur. Et donc du coup, quand ils m'ont amputée, je me rappelle le jour où je suis remontée dans ma chambre, donc du bloc, j'avais terriblement mal. J'en pouvais plus, en fait. Je me rappelle que mon grand frère était là et qui regardait au niveau de la fenêtre, et je voyais ses larmes, en fait, ils étaient là, quoi. Ils se retenaient face à moi. Mais je sais que ça voulait partir, quoi, parce que lui, il voyait le fait que j'avais plus rien, il voyait le fait que j'avais plus de jambes, mais moi, sur le coup, c'est vrai que je réalisais pas, en fait, parce qu'il y avait le bandage, il m'avait mis le drap, j'avais pas envie de soulever le drap, enfin voilà, je réalisais pas. Pour moi, juste j'avais mal. Donc du coup, je suis redescendue au bloc, ils m'ont remis des Dopplers pour la douleur, etc. Donc c'est comme ça, je pouvais appuyer moi-même sur la morphine, à m'injecter de la morphine. Donc moi j'étais un peu j'appuyais tout le temps des 7 minutes de tenir. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, tout doucement j'ai commencé à essayer de me remettre, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu le moignon, j'étais choquée quand même de la forme, parce que dans mes posts, c'est vrai qu'il y a une photo où justement je montre l'état de mon moignon la première fois, et c'est vrai que c'était vraiment pas très beau. Et puis voilà, bon après c'est vrai que sur le coup on pense plus à la douleur qu'autre chose. Donc voilà, un Doppler, oui, c'est pour non, un Doppler, c'est pas pour la douleur, c'est pour un Doppler, c'est pas pour la douleur. Non, c'est pour surveiller les vaisseaux. C'est une sorte comme une échographie un peu. C'est ça. Ouais, voilà, et puis c'est pour surveiller comment les vaisseaux fonctionnent, etc. Mais bon, et t'avais une pompe à morphine en fait. Comment? Une pompe à morphine en fait à côté. Voilà, c'est ça. J'avais une pompe à morphine. J'avais toutes les 1 heure, j'avais le droit à différentes choses parce que j'avais vraiment trop mal. Et j'avais la pompe à morphine, j'avais tout. Mais entre-temps, je devais quand même gérer la stomie qui arrêtait pas de fuyer. Ça y est, là, mon cerveau, qui arrêtait pas de fuir. Vraiment, la stomie, je l'ai très, très mal vécue parce que j'avais que des fuites, j'étais très irritée. Enfin, en même temps, il fallait que je gère ma jambe et il fallait que je gère ma stomie. Donc, c'était vraiment... Ça fait beaucoup, en fait. Voilà, je pense que sur le coup, ça fait vraiment beaucoup. Je
pense que c'est lourd quoi, c'est lourd à porter à cet âge-là. On se dit waouh quand même quoi. T'avais quel âge? Parce que c'est vrai que tu n'en as pas parlé. T'avais quel âge à ce moment-là? 20 ans. J'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans, ça arrivait. Et hier, ça faisait 3 ans que ça s'est passé. Et donc du coup voilà, et puis donc après 2 mois d'hospitalisation, les médecins ils ont enfin validé ma sortie, mais j'étais hospitalisée à domicile parce que j'avais des soins tous les jours. J'avais du coup vu que j'ai gardé la stomie pendant 10 mois. Pendant 10 mois j'étais branchée en nutrition de 18h à 8h du matin. Donc toutes les nuits j'étais branchée à mon cathéter. Donc je crois que j'ai encore des cicatrices ici. J'avais un cathéter au niveau d'ici. Voilà, donc de toute façon j'ai eu plein de cathéters, j'en ai eu au niveau d'ici, dans le bras, dans la cuisse, enfin voilà, j'en ai eu partout. Et nombre de fois qui se sont infectés, donc c'était tout. Enfin moi de A à Z en fait j'ai pas eu de chance. Ouais. Et donc du coup voilà, donc j'avais un cathéter là, donc j'étais branchée toutes les nuits par sonde parce que j'étais encore trop maigre et j'arrivais pas à me nourrir. Donc pendant 10 mois j'ai gardé la stomie et j'étais nourrie par sonde. Et donc là en 3 ans j'ai en tout c'était j'ai fait 11 opérations. Donc du coup on m'a retiré la stomie. Qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a refait des opérations. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les 4-5 opérations des intestins. Je me suis fait en tout donc parce que je me suis fait amputer donc la jambe d'une première fois et en fait je me suis fait amputer en tout 2 fois sur la même jambe. Voilà, en fait j'explique. Donc après quand ça allait mieux donc au domicile de mes parents, j'étais hospitalisée etc. Donc on m'a enfin envoyée en rééducation. Donc en rééducation, au début, j'ai essayé de retrouver mes forces, d'essayer de me remettre debout, de faire plein de choses parce qu'entre-temps, je suis restée vraiment allongée en fauteuil, enfin voilà, donc j'étais pas énormément debout. Donc tout ça, j'ai dû réapprendre et au bout d'un moment, ils vous disent on va vous faire une prothèse et tout. Donc ils ont commencé à la faire et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je me suis dit ça me fait vraiment énormément mal si c'est comme ça quand je marche toute ma vie et je pourrais pas accepter la prothèse en fait, c'est pas possible. Et donc du coup personne m'écoutait et je disais mais si j'ai vraiment très mal et tout et vraiment personne m'écoutait. Et au bout d'un mois j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un chirurgien qui lui m'a dit bah oui c'est normal, il faut repasser au bloc parce qu'en fait vous avez un os saillant. Et en fait un os saillant c'est mon os c'était vraiment quand ils ont coupé le moignon, l'os il est vraiment à ras de la cicatrice et il était prêt à sortir quoi. Donc c'est normal en fait. Ça me fait faire super mal. Voilà, donc au final, je suis repassée au bloc, on m'a réamputée, donc on m'a recoupé un peu plus. Donc je suis amputée en dessous du genou, mais à la base j'avais un plus grand moignon, mais on m'a raccourci le moignon. Donc maintenant il est assez court. Et là, il y a pas longtemps, je crois, c'est cette année, en octobre-novembre, je me suis fait réopérer une 3e fois du moignon parce que ça n'allait toujours pas. Il y avait encore trop de peau. Et donc, du coup, ils ont dû encore comment on dit? Rattraper le moignon encore une fois. Donc, en tout, voilà, le moignon, ça m'a pas bien réussi. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait vraiment quelques mois que je marche correctement avec ma prothèse, on va dire, puis correctement, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment beaucoup de soucis lors d'une amputation. Et donc voilà, donc ça a été pendant 3 ans, ça a été de la rééducation, de la réapprendre à manger, à boire, à marcher, enfin vraiment réapprendre à tout faire. Voilà, donc j'ai passé mon temps à faire tout ça et à l'heure actuelle, je suis toujours un peu partout, aller dans les hôpitaux, etc. parce que j'ai beaucoup de séquelles. Par exemple, le grêle-court. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu, je prends toujours l'exemple, je mange, c'est effet toboggan. Voilà, je mange, je vais aux toilettes, je mange, je vais aux toilettes. En fait, ça fait que ça. Et donc, du coup, voilà, je suis
bon, c'est le syndrome du grêle court. Ça absorbe pas grand chose. Donc à côté, j'ai beaucoup de carences. Donc des carences, c'est quand on manque de choses qu'on a besoin dans notre corps. Donc tous les 3 mois, je fais des cures à l'hôpital de vitamines, de tout en fait, de tout. Tous les jours, je suis supplémentée par des cachets aussi parce que du coup, ça fait que je manque de beaucoup de choses aussi. Mais à côté de ça, donc à la base, mes médecins, ils avaient dit j'allais pas prendre énormément de poids, mais au final, j'en ai pris beaucoup parce que certains de mes traitements me font grossir à côté, donc c'est super génial. Tu as quoi comme traitement? Alors du coup, en traitement par cachet, j'ai des traitements, par exemple du potassium, du magnésium, tout ça. J'ai quoi? J'ai un antidépresseur parce que avec tout ça, je pense que sinon ça aurait été voilà, je serais encore en dépression. C'est important d'en parler, ça, je trouve, parce que on a l'impression beaucoup que on sourit beaucoup, hein. On essaye de montrer beaucoup de positif parce que c'est important, mais on a aussi nos moments où ça va pas trop, parce que je pense que voilà, on souffre aussi. Et c'est important, je pense, de dire que on a nos moments où ça va pas trop, et puis que voilà, on a les antidépresseurs aussi qui peuvent nous aider, peut-être on a un suivi psychologique, et puis voilà. Voilà. Qui dit. En même temps, je vois la dernière question. J'étais juste en train de raconter mon histoire, donc c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas répondu aux questions. Donc, du coup, elle s'est énervée, la madame là. Ah, quoi, on va nous parler de ce live ne sert à rien s'il n'y a pas de réponse. Salut. Ah, mais je n'ai pas vu ta question. C'est bizarre de dire qu'on m'a recoupé. Il n'y avait pas de question. Et maintenant, tu l'aimes bien ta prothèse. Voilà. Elle demandait si tu aimais bien ta prothèse. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, oui. C'est pour ça que j'ai fait couleur pailletée, parce que voilà, je me suis dit si on la regarde autant qu'on la regarde et qu'elle soit belle. Donc du coup, elle est un peu girly, voilà, avec des paillettes et tout. Voilà, c'est un peu la façon de dire aussi. J'ai mon handicap, mais je reste une femme, voilà. Et donc. Du coup, pour revenir au passage de la dépression, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais comment tu fais pour être aussi positif? Comment tu fais pour accepter à ce point-là tout ce que tu as eu? Mais je dis à chaque fois à ces personnes-là, j'aime bien prendre cette phrase-là, je suis passée par l'enfer avant d'arriver là. Donc je suis pas sortie du coma et tout de suite ça y est, j'étais positive, j'étais pleine d'entrain. Enfin voilà, il y a eu vraiment un combat pendant 3 ans qui a été vraiment dur et ça fait vraiment 1 an où je me suis mis, il y a 1 an à peu près sur Instagram où j'arrive à vraiment me lâcher, à me libérer, à être heureuse et tout. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai fait des gros chocs post-traumatiques où j'ai fait des dépressions, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Enfin, vraiment, je suis passée vraiment par l'enfer, clairement. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai repris toutes mes forces et voilà, c'est pour ça que j'essaye de dégager le plus du positif et de se dire que voilà, même si on a des maladies, des handicaps, etc., une reconstruction c'est possible, c'est vraiment possible parce que voilà, on a des coups durs dans la vie, mais il faut jamais lâcher parce que même moi il y a 3 ans dans mon lit d'hôpital, pour moi ma vie elle était terminée, je pouvais plus jamais rien faire, ma vie elle s'arrêtait. Voilà, et au final, je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui que voilà, j'ai réussi à remonter la pente et voilà, faut jamais lâcher en fait, faut jamais abandonner. Ouais, c'est ce qu'il faut en retenir quand même, ça. Tout à fait. C'est la reconstruction, elle est longue, mais au final, ça vaut la peine d'être vécu quoi. Du coup, je lis un petit peu. C'est normal. Il y a quelqu'un qui t'a dit les infections étaient dues aux manipulations, branchage, perfusion et prélèvement. Voilà. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Tu sais, quand tu disais que tu avais tes infections au niveau de je sais plus comment ça s'appelle. Là, quand tu étais nourri par sonde, donc on te demandait si tu avais des infections dues au branchage, etc., aux manipulations, ou si c'était dû à autre chose.
Bah oui, parce qu'en fait, on me manipulait. Il y avait une infirmière qui était à domicile qui me manipulait tous les jours, et souvent j'étais aussi à l'hôpital et on me manipulait le cathéter à l'hôpital. Et je pense que c'est à l'hôpital que j'ai attrapé des staphylocoques en fait. Voilà, ça arrivait 2 fois. Et vraiment, quand c'est ça, bah on monte à plus de 42 fièvres, on vomit et tout. Donc vraiment, c'est très très important le soin du cathéter, parce que bah une infection comme ça peut être fatal quoi. Et c'est vrai que bah c'est à l'hôpital que j'ai attrapé encore, que j'ai attrapé un staphylocoque, et du coup bah je suis restée hospitalisée pour le coup. Et du coup voilà, ils ont essayé de rattraper l'infection avec des antibiotiques et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Moi je pouvais pas le manipuler toute seule en tout cas. Oui, c'est les infirmières qui faisaient Voilà, ça. c'est ça. Côté. Et elle est infirmière, la dame qui parlait, donc je pense qu'elle connaît un petit peu. Est-ce que vous avez des questions à Manon? Voilà, là vous pouvez lui poser, parce que c'est vrai que je voulais pas trop non plus la couper dans son histoire. Donc je suis désolée si je n'ai pas répondu si je lui ai pas donné toutes les questions. Hop. Oui, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est le moment, allez-y. J'essaie de remonter. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que je vais beaucoup mieux, que je suis positive, pardon, et que je profite de ma vie à fond. Voilà, c'est important. Alors, c'est vrai que plus personne n'est là. Alors, il y a des personnes qui me posent. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tout le monde posait des questions. Oui, quand tu parlais, là, il y a des personnes qui posent des questions. Alors, comment tu as accepté ta stomie en tant que jeune patiente? Oui. Donc, j'ai gardé ma stomie 10 mois. Clairement, je l'ai jamais acceptée. Voilà, je vais pas mentir. Pour moi, la stomie était pire que la jambe. Alors, je sais pas si vous imaginez quand même à ce moment que ma jambe à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Je vivais tellement mal avec la stomie que des fois à 3-4 heures du matin, j'étais réveillée parce que bah elle avait fui dans le lit. Heureusement que mon petit frère il est infirmier et qu'il venait m'aider. Et puis même j'avais tellement mal, puis de voir ça sur son ventre, c'est vrai qu'on se dit waouh, sur le coup je pense qu'il faut du temps et respect à tous ceux vraiment qui ont une stomie et qui n'ont pas le choix de l'avoir et qui l'ont à vie. Respect vraiment à eux parce qu'il faut pouvoir supporter ça. Et c'est vrai que moi, en 10 mois, j'ai pas réussi à passer le cap de l'acceptation pour la stomie du coup. En 10 mois, t'as pas réussi à l'accepter, tu vois, ça faut le dire, parce que bon, tu te dis en 10 mois, la personne. Alors, est-ce que pour une femme, c'est pas plus dur à l'accepter que pour un homme? Ben, je pense. Après, je sais pas. Je pense que ça doit être difficile aussi pour les hommes, mais je pense pour une femme, ça doit être encore autre chose. C'est vraiment ça, le corps de la femme de toute façon, voilà. Mais je pense que c'est dur, quoi. Enfin, tu sais, de toute façon, je te dis, ça doit être difficile pour toi, tu l'as vécu, et douloureux. Alors, tu vois, ça, je me disais, ça doit être super difficile au niveau du regard de son corps, mais je ne savais pas que c'était si douloureux que ça, au niveau de la cicatrice, etc. Parce que, en fait, si ça fuit tout le temps, en fait, bah, au bout d'un moment, ça crée une forte, comment on appelle ça, une forte irritation tout autour. Et rien que le fait de coller le socle là où c'est irrité, c'est l'enfer. Et moi, tous les jours, vraiment, j'étais irritée. On avait beau essayer de me trouver des pommades, ça fonctionnait pas. Et vraiment, ma peau était brûlée, mais complètement brûlée. Et en fait, clairement, quand les selles sortaient, mais c'était une horreur. Et vu que ça sortait, j'avais plus de 4 litres qui sortaient par jour parce que j'avais des forts débits, j'étais embêtée avec ça. Et ben du coup, tous les jours, ça me faisait énormément souffrir, mais vraiment vraiment souffrir. Et du coup, bah en plus du regard le regard en lui-même, c'était vraiment horrible. Plus la douleur, je pense que voilà, je l'ai vraiment très très mal vécu. Et quand j'ai eu ma remise en continuité, au début, ça fait un trou qui est assez profond, donc ça fait peur. Et donc, on nous met des mèches et tout pour guérir ça. Comment? Ils t'ont montré le trou et tout. Ah oui, bah, parce que du coup, l'infirmière, elle venait tous les jours changer les mèches et tout. Et c'est vrai qu'en plus, ça fait mal parce que quand on insère des mèches dans le trou qui viennent de t'enlever la stomie, voilà, c'est toute une histoire.
c'est toute une histoire. Donc du coup, voilà, attends. Je continue parce que sinon on va se perdre, je pense. Donc tu es suivie par une psychologue. Oui, j'ai eu un long moment là pendant 1 an où j'étais suivie par une psychologue spécialisée dans des techniques de MDR. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu une sorte d'hypnose respiration. Enfin voilà, c'est vraiment pour les chocs post-traumatiques. Au niveau parce que des moi, yeux. voilà, c'est ça, des yeux. C'est coupé, ça marche plus. On m'entend. C'est bizarre. Ça avait coupé. C'est bon là? Ouais, ça avait coupé. Du coup, je sais pas où ça. Au niveau des yeux, donc, c'est au niveau du cerveau, t'as les yeux qui font comme ça. Oui, voilà, ça peut être les yeux, ça peut être Frino, ça peut être les odeurs qui nous font repenser à des odeurs. C'est un peu des techniques de tout ça, et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment aidé. C'est le MDR dont tu parles. Ça bug chez toi là. C'est moi qui bug. Ouais, en tout cas, ça bug. Ta caméra a bug, je te vois en bloqué. Je sais pas si les gens c'est pareil. Et je ne t'entends pas. Je trouve ça vraiment étrange en fait. Tu m'entends là? Bah ouais, oui, moi je t'entends bien, mais je trouve ça étrange que personne me parle. Mais bon, je sais pas après. Tu m'entends ou pas? Chouchou? Tu m'entends? Tu me vois bien? Et donc du coup, là j'ai une question. Donc si on m'entend toujours, je continue. Le plus handicapant entre pas et le Crohn. C'est différent parce qu'il y en a une qui attaque les articulations et une qui attaque les intestins, mais j'ai le Crohn. Pour moi, c'est le Crohn le plus handicapant. Après, pour moi, hein, chez les personnes, c'est peut-être différent. Je te comprends en tant que toujours demandé, ça devait être horrible, ça doit être très dur. Exactement, en maillot et avec les tenues moulantes, je pense que ça joue sur l'image. Toujours. Rejeter aussi la stomie pendant 6 mois, c'était l'enfer. Bah oui, mon petit chat, les sels de stomie sont hyper acides, donc ça brûle. Voilà, ouais, c'est pour ça. Donc si t'es irrité, ça brûle encore plus. Ça devrait être aussi une gêne dans ta vie de tous les jours, les sorties, tout ça. Bah je sortais plus en fait, vu que l'amputation, j'étais encore en fauteuil, j'avais la stomie et tout, j'étais branchée, je ne sortais plus du tout. Même moi, je ne voulais plus sortir. Ça fait mal la remise en continuité, j'ai peur. Je vais pas mentir, ça fait mal, ça fait très mal. Mais après, pour moi, ça a vraiment valu le coup en fait. Je me suis dit, même si c'était pour souffrir quelques mois, j'avais plus la stomie. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Tu dois avoir un mental d'acier pour supporter tout ça. Bah après, je pense qu'on a tous cette petite force en nous qui un jour, face à ces épreuves-là, se réveille. Et c'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Et le mental, je pense qu'on l'a tous, mais il faut vraiment qu'on ait le déclic et qu'un jour, voilà, on fasse face à des épreuves comme ça et que voilà. Il s'appelle la caméra. Donc voilà, donc pour les questions, ça va, j'ai tout répondu. Tu me vois en fait ou pas? Oui, là, ça y est. Je te revois. Ok. Là, ça y est. Bon, je sais pas, je vois pas les gens. Tu vois plus les gens parler? Bah non. Là, c'est quoi le dernier commentaire que t'as? C'est quoi? Bon, bah, je pars de ça ne sert à rien, il n'y a pas de réponse, salut. Ah oui, non, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Ouais, je vois plus les gens parler. Ah oui, donc non, tu ne vois plus de commentaires. Bah moi, je lis si tu veux. Alors du coup, aurais-tu des conseils à donner à des infirmières pour prendre soin de ce type de pathologie? De conseils, pas forcément, mais c'est vrai que celles que j'ai eues, elles étaient vraiment, vraiment à l'écoute. Elles prenaient le temps. Il y a des jours où voilà, même si elle prenait quand même le temps de venir me parler, de me demander ma journée, de me demander mes petits, entre guillemets, mes petits secrets. Alors, c'est tu parles à qui, voilà, enfin, elles essayaient vraiment de créer un lien et c'est ça qui m'a aidée à l'hôpital parce que je pense que je les aurais pas eues. Ça aurait été vraiment l'enfer. Et c'est vrai, du coup, cet hôpital-là, j'y vais souvent pour mon Rémi-4, pour tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je vais les voir et tout, donc je suis trop heureuse de les revoir. Et la première fois qu'elles m'ont revue, elles m'ont pas reconnue. Donc c'est super génial parce que j'avais repris du poids, j'étais debout,
voyais pas ma prothèse et tout. Et en fait, l'une de mes infirmières préférées, vraiment mon coup de cœur, avec qui j'étais tout le temps, elle m'a regardée, puis elle m'a dit oui, bonjour madame, vous cherchez quelque chose? Et là, même moi, ça m'a fait un coup. En fait, je me suis dit, d'un côté, j'étais heureuse et je lui ai dit, bah c'est moi, c'est Manon. Et elle s'est mise à pleurer et du coup, voilà, elle m'a pris dans ses bras. Bah, c'est une victoire. Hein. Ouais, bah oui, elle m'a dit, oh, mais je t'ai pas reconnu, t'es debout, t'es là, t'as repris du poids, enfin, voilà, puis j'étais hyper contente. C'est, pour elle, elle me disait, j'étais un peu comme une sorte de, comment on appelle ça, de mascotte à l'hôpital, parce que voilà, je suis restée longtemps avec elle et que voilà, et maintenant, actuellement, il y en a une qui est descendue dans mon service, le service où je fais mon traitement pour le Rémicade, et du coup, je suis contente parce qu'elle est contente aussi, elle s'occupe tout le temps de moi, donc du coup, voilà, ça a pas changé, elle est toujours avec moi et voilà, elle me dit, à chaque fois, on parle, et c'est vrai qu'elle me dit, comparé à avant, voilà, jamais on aurait imaginé que tu te serais relevé autant comme ça, quoi. Je t'avoue que moi, sur la photo, je te reconnais pas tellement, quoi. T'es, ouais. J'avais plus que les enfants, quoi. Oui, t'étais vraiment pas la même. Déjà, tu fais très très jeune et t'as l'impression que t'es vraiment pas bien. Ouais. J'étais cadavérique, hein. On va pas se mentir. Mais voilà. Je vais pas sortir ces termes-là parce que c'est très dur. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est dur de voir comme ça. Pour ta famille, ça a dû être très dur. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais on peut en parler. Pour les proches, ça a dû être tellement difficile. Bah, si t'as parlé de ton frère, ça a dû être terrible. Pour tes proches de le voir comme ça. Complètement. Et je pense même que des fois, après, c'est pas les mêmes. Comment on peut dire ça? C'est pas le même sentiment, mais je pense qu'à des moments, notamment quand j'étais dans le coma et tout, moi, je me dis entre guillemets, je dormais tranquillement, et eux, ils étaient vraiment en train de sur place de leur cœur, il était brisé, quoi. Et c'est vrai que je les ai vus dans des états, enfin, pour eux, ils étaient complètement détruits. Et c'est vrai que je me dis, à des moments, ils ont beaucoup plus souffert que moi, et parce que justement, c'est pas la même souffrance. Nous, on le vit, mais à côté de ça, il y a la famille et c'est pas la même souffrance, mais à des moments, je pense qu'ils ont beaucoup plus souffert. Ils souffrent même plus que nous par moment. Tout à fait. Surtout quand on fait opérer, par exemple, nous, on dort, entre guillemets, et eux, oui. Bah, à côté, qu'on revienne pas de la salle d'op, hein. C'est ça. À côté, eux, ils attendent, ils ruminent, ils font les 100 pas, ils attendent des nouvelles. Donc ouais, c'est vraiment. Quand on parle d'opérations d'une dizaine d'heures et on parle d'opérations où on a été opéré une dizaine de fois, c'est très dur pour eux. Très, très difficile. Oui. Et mentalement, c'est vraiment dur pour la famille, mais heureusement que j'ai une famille en or et qui est là depuis le début et qui m'a jamais lâchée. Et comme je dis à chaque fois, ils auraient pas été là, je pense que je serais plus là, hein, actuellement. C'est ta force. De toute façon, je pense que quand on est comme ça, positif et tout, c'est que derrière, on a une force et c'est souvent la famille. Enfin, je pense. C'est vrai que la famille, c'était vraiment important. Et puis, bah, depuis aussi que j'ai rencontré l'amour, ma vie, elle a changé aussi, on va dire. Hein. C'est génial, ça. Ouais. Derrière, il y a vraiment, il y a le bonheur de l'amour déjà, et puis bah il y a un autre soutien aussi à côté qui se ramène, un autre pilier qui se ramène dans notre vie, et voilà, ça c'est très très important. Et surtout quand on tombe sur une personne comme le mien. qui est quotidienne. Coucou. Bah voilà. C'est pas possible. Qui joue au foot. Il joue au foot. D'accord, je crois qu'il regarde les foot. Non. Okay. Petit, joue, mais voilà. On n'en a pas parlé, mais il a accepté tout de suite. Alors, je sais pas si tu veux en parler. Oui, alors attends, juste je vérifie parce que j'avais plus de batterie. Alors, je sais pas si. Regarde, ouais. Sinon, on va arrêter. Mais celui-là,
Mais oui, de toute façon, je vais pas tarder. Mais là, alors juste, je termine les 2-3 questions qu'il y a là et après j'en parle pour le mot de la fin. Comme ça, on termine sur l'amour. Vas-y. Voilà. Donc tu as d'autres opérations de prévues. Là, j'en ai une en novembre pour justement réparer les cicatrices de mon ventre parce qu'elles sont vraiment très moches. Donc du coup, là, normalement, j'ai une opération de prévue pour réparer mes cicatrices. Magique, y a rien. Donc là, je dis y a rien de plus beau que ça. C'est gentil. Une rescapée aussi, mon chaton. Bah tout comme toi, mon chat. Hein, t'es une rescapée aussi. Salut Diane, enchantée. Donc on dit ça. Ma maladie, c'est aussi dur pour moi que pour ma famille. En plus, c'est très mal connu des médecins. Voilà. Donc oui, pour en revenir, oui, au niveau de la famille, c'est très dur. Donc voilà. Donc oui, l'amour, l'amour, c'est vrai que j'y croyais plus avec tout ça. Et c'est vrai que au début, comme je le disais, donc dans l'émission, je suis passée dans l'émission Ça commence aujourd'hui avec mon chéri. Avant d'être avec lui, j'étais avec un pervers narcissique où la relation a duré 3 ans. Donc ça, c'est un peu tout le commencement de mes soucis. Voilà. Donc ça a été vraiment l'enfer pendant 3 ans avec lui. Donc il y a eu, voilà, je pense que le départ de ma dépression en est suivi au départ de ma maladie en fait. Tout simplement parce que je vivais un enfer. C'était ça pouvait être des coups physiques comme des coups mentaux. Donc c'était tout en fait. Et donc j'ai vécu très mal la relation et donc après j'ai eu l'accident. Il m'a lâché en plein milieu au niveau de l'hôpital quand je me suis réveillée parce que j'étais encore avec lui. Et au final, c'était pendant l'accident, était avec lui. Tout à fait. Et en fait, il m'a dit que clairement, qu'à partir du réveil de mon coma, je crois, il est resté peut-être 4-5 mois après le réveil de mon coma, et il m'a clairement dit qu'il était resté avec moi par pitié et qu'il pouvait pas faire ça. Enfin voilà, une chose comme ça. Voilà, ça résume un peu le personnage de toute façon. Et donc voilà. Et un jour, il m'a dit clairement, écoute, t'es trop handicapé maintenant pour moi. C'est fini quoi. Stop. Et voilà, ça s'est fini sur cette fin-là. De toute façon, ça valait mieux pour moi parce qu'il fallait que je sorte ce poison-là dans ma vie. Donc, d'un côté, heureusement. Et donc c'est lui qui est parti. Attends, j'ouvre juste à mon chat. C'est lui qui est parti. Oui, c'est lui qui est parti parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, un pervers narcissique ne part pas de lui-même. Et justement, donc, j'ai parlé avec mes psychologues et dans certains cas, en fait, quand le pervers narcissique est arrivé au bout de sa manipulation et que vraiment il peut plus rien faire de vous parce que vous êtes déjà dans un état très critique, et c'est lui qui décide de partir parce qu'il ne peut plus rien faire avec vous en fait. Donc du coup, il peut plus vous manipuler parce que vous êtes déjà dans un état trop critique, et là il décide de partir. Et donc du coup, il est parti parce que j'étais trop handicapée et tout. Et un an après, c'était trop compliqué pour lui. Voilà, c'est ça. Et parce que pour lui, c'était lui qui souffrait le plus que moi, oui. Donc voilà, à cause de lui, sa vie elle était gâchée. Donc voilà, et un an après, j'ai rencontré mon amoureux. Et donc lui, oui, tout de suite, il l'a accepté quoi. Tout de suite, vraiment, il a tout accepté. Enfin, lui, il a jamais été repoussé par mon handicap, jamais été repoussé par mes maladies. Enfin voilà, vraiment, lui, ça s'est passé nickel. Et donc oui, je suis passée dans l'émission Ça commence aujourd'hui, pardon. Si vous voulez le lien, je vais le remettre à un moment dans ma bio, et vous pourrez aller revoir tout ça. Donc où j'explique au début, voilà, j'étais arrivée à un stade où avec mon expérience avec le pervers narcissique et les expériences après, j'avais beaucoup de personnes beaucoup de mecs qui voulaient coucher avec moi par expérience, savoir ce que ça faisait de coucher avec une personne amputée. Non. Donc, mais complètement. Donc du coup, j'étais dégoûtée de tout ça. En fait, j'avais fait un rejet total des mecs, je pense. Et quand mon chéri est venu me parler, tout de suite, j'ai essayé de lui faire peur en disant je suis amputée. Enfin voilà, j'ai essayé de le faire fuir, mais il s'est accroché. Attends, il a pas. T'as vraiment des mecs qui sont fanatiques des. Mais ça a un nom. Je vous le redonnerai.
Je vous redonnerai le nom, mais c'est un nom, en fait, c'est des personnes qui psychotent sur les personnes amputées et qui veulent à tout prix coucher avec une personne enfin amputée, quoi. Mais ça a un nom comme ceux avec les animaux, là, les nécrophiles, là, c'est pareil avec les amputés. Oui, les nécrophiles. Et c'est pareil avec les amputés, ça a un nom. Mais je vais vous le retrouver, hein. J'avais trouvé le nom la dernière fois, mais il est très bizarre. Mais ils sont fous, les gens sont fous vraiment. Enfin voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Et oui, donc du coup, enfin, tu devais avoir un peu peur que de tomber sur un fanatique des. Ben c'est ça. Puis je me suis dit, voilà, vu que en fait il y avait plus, enfin la plupart des mecs que j'ai pu rencontrer, ils voulaient rien de sérieux avec moi parce que toutes mes pathologies c'était trop dur à supporter pour eux. Enfin, voilà, il y avait trop de choses. On peut comprendre aussi parce que les pathologies, on comprend pas les mecs qui sont fanatiques ils sont tarés, mais par contre les personnes qui veulent pas avoir la pathologie au quotidien à gérer, c'est pas simple. Donc bon. Ça, je suis complètement d'accord. Ça, voilà. C'est vrai que voilà, c'est un choix après et c'est très dur pour les personnes qui nous accompagnent aussi, hein, il faut savoir. Et puis donc voilà, après voilà, il y a mon chéri qui est arrivé, ça s'est fait naturellement et puis ça, là le 5 ça fera 2 ans et voilà, il est toujours là. Malgré tous mes petits soucis au quotidien, et il est toujours là et il a pas encore fui. Donc voilà. C'est pas dans l'ordre du jour, donc tant mieux. Ouais, tant mieux. Et du coup, un acrotomophilie, je sais pas du tout, peut-être, je sais pas, mais je vous redonnerai le nom, mais vraiment je peux pas dire parce que là je l'ai vraiment pas en tête. En plus mon cerveau ce soir il est déconnecté, donc je pourrais pas ressortir le nom, mais je vous le ressors bientôt. Et puis voilà, voilà en gros le global de mon histoire. Voilà. Écoute, merci de nous avoir fait part de ton histoire. C'était c'est une leçon hein, de t'écouter de toute façon. Je pense que de toute façon tout le monde le dira. Surtout quand on voit que tu es toujours positive. Alors on sait très bien qu'il n'y a pas que des bons moments, tu as des moments qui sont plus difficiles et surtout tu es passé par des moments très très compliqués avant de pouvoir remonter. Mais on retient quand même le fait que tu sois remonté parce que c'est le plus important. Mais merci à toi d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer tout cela et surtout d'essayer de faire connaître tes pathologies, donc la maladie de Crohn et la spondylarthrite, j'espère de bien le prononcer. Et voilà, je vais te dire ça. Merci à toi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, mais je pense qu'on a quand même tout dit. Et je vais te laisser le mot de la fin. Un énorme merci d'avoir voulu faire ce live avec moi déjà. Et c'est vraiment gentil. Et merci à tous ceux qui m'ont écouté, hein, clairement. Et parce que c'est vrai que sans les abonnés, on pourrait pas raconter toutes nos histoires, hein, sans ces personnes-là. Et c'est vrai que voilà, je vais continuer à être aussi positive, à toujours faire le clown, à être moi-même. Voilà, vraiment moi-même. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir pour t'avoir écouté. Moi, j'ai pas été voilà, j'ai juste écouté aussi. Merci à tout le monde et on fait de gros bisous. Voilà, gros bisous, merci. Gros bisous. Bisous.